Masechet Shabbat Daf Ayin Gimel, on va commencer à partir de la 6e ligne de la page. Itmar, Nitkaven Nizrok Shtaim Vezarak Arba, Rava Amar Patour, Abaye Amar Hayav. Rava Amar Patour, Delo Kamechaven Nizrika de Arba. Abaye Amar Hayav, de Hakamechaven Lizrika Be'alma. Très bien. Pour ceux qui s'en souviennent, nous avions étudié dans le DAF précédent une marloquette entre Abaye et Rava à propos d'une personne qui a pris son couteau pendant Shabbat et elle a coupé une carotte. Par exemple, j'ai donné l'exemple d'une carotte. Seulement, cette carotte, où est-ce qu'il a coupé ? Il a coupé dans une parcelle de terrain, dans une harouga, un potager, où il y avait là-bas des carottes qui poussaient. Donc il y avait des carottes qui avaient été cueillies avant Shabbat, qu'on pouvait consommer évidemment pendant Shabbat, et d'autres qui étaient encore attachées au sol, dans le potager, qu'on n'a pas le droit de cueillir pendant Shabbat. Lui, qu'est-ce qu'il a fait avec son couteau ? Il a voulu couper et trancher des carottes qui étaient déjà détachées du sol, déjà cueillies avant Shabbat. Mais il s'est trompé. Par maladresse, il n'a pas fait attention convenablement, et au lieu de couper les carottes cueillies, il a coupé des carottes qui étaient encore attachées au sol. Cette erreur est considérée d'après Abaye comme étant une melacha beshogeg. Et par conséquent, pour se faire pardonner, il doit apporter un korban hatat. Rava dit patour. Pourquoi ? Rava dit cet homme n'avait pas du tout voulu faire l'action de la melacha. Un shogeg, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui avait voulu faire l'action de la melacha, mais il pensait que c'était permis. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou bien parce qu'il ne savait pas que cette action est interdite. De ce fait, nous considérons que c'est un shogeg. Tandis que celui qui ne voulait même pas faire une action interdite, il a fait ça par maladresse. Lui, il voulait couper une carotte qui était déjà cueillie avant Shabbat. En soi, cette coupure n'est pas une action de melacha. Donc, il s'est trompé et au lieu de couper une carotte cueillie, il a coupé une carotte qui est encore attachée au sol. Alors, dans ce cas-là, nous dit Rava, patour, car ça s'appelle mit'asek. C'est comme quelqu'un qui veut faire une action A qui est permise, et par erreur, il a fait une action B qui est interdite. Ça s'appelle mit'asek, c'est pas shogeg. Donc il devrait être patour. Abaye a dit non. Il est chayav hatat comme un shogeg. Pourquoi ? Itkaven le haticha be'alma. Ça veut dire que de manière générale, sa volonté était de couper quelque chose. Alors l'action de couper, elle est parfois permise, parfois interdite. C'est-à-dire, couper ce qui est encore attaché au sol, c'est une melacha. Ça s'appelle cueillir, moissonner. Couper un légume qui est déjà cueilli, ça s'appelle couper, trancher. D'accord. Mais étant donné que couper, parfois, c'est permis, parfois c'est interdit, alors un homme qui voulait couper, c'est vrai qu'il voulait couper du permis, mais il voulait couper. Étant donné qu'il s'est trompé et il a coupé ce qui était interdit, ça s'appelle shogeg et ça ne s'appelle pas mit'asek. Donc il est chayav khatat d'après Abaye. Maintenant la Gemara nous enseigne exactement la même mahloket entre Abaye et Rava, sauf qu'elle va nous donner un exemple différent. C'est-à-dire le même sujet, mais les objets seront différents.
Alors, en effet, nous allons voir encore un troisième exemple où Abaye et Rava sont en mahloket. Rava va dire patour une fois de plus, et Abaye va dire hayav, et l'Agmara va s'interroger, pourquoi avait-on besoin de nous présenter 3 fois la même mahloket entre Abaye et Rava, puisque finalement le principe est le même dans les 3 cas de figure. Alors pourquoi cette redondance? Pourquoi cette répétition? Une fois qu'on nous a enseigné le principe de Rava et le principe de Abaye, c'est bon. La Gemara va expliquer la nécessité. Alors maintenant, reprenons la deuxième marloquette entre Abaye et Rava. Je relis la Gemara. Itmar, nitkaven lizrok shtaim, vezarak arba. Un homme qui se trouvait dans la rue, dans le domaine public, où on n'a pas le droit de transporter des objets pendant Shabbat, c'est le Issour de Hotza'a. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a pris un objet et il a voulu le lancer, non pas Arba Amot Birshut Arabim, 4 coudées dans le domaine public, ce qui est considéré une melacha, mais juste la moitié de la distance, c'est-à-dire 2 coudées seulement. Or, déplacer un objet dans le Reshut Arabim de 2 amot, c'est permis. Alors qu'est-ce qu'il avait voulu faire? Il a voulu faire une action permise et il a fait une action interdite. Il a voulu lancer l'objet juste à une distance de 2 coudées et il a lancé à une distance de 4 coudées. Rava va dire patour et Abaye va dire hayav. La Gemara va expliquer la raison de chacun. Rava amar patour delo mechaven lizrika de arba. Pourquoi est-ce qu'il est patour? Car ce monsieur n'avait pas l'intention de faire l'acte interdit, de déplacer un objet au-delà de 4 coudées. Il voulait le déplacer juste à une distance de 2 coudées, ce qui est permis. Donc ça s'appelle mit'asek. Quelqu'un qui veut faire une action A qui est permise, il a fait une action B qui est interdite, ça s'appelle mit'asek. Et mit'asek, il est patour. Abaye amar hayav. Alors pourquoi Abaye dit hayav? De hakamechaven lizrika be'alma. Car après tout, cet homme avait l'intention de faire l'acte de zrika. En général, il voulait faire zrika. Et alors, quand est-ce qu'on dit que mit'asek patour? C'est lorsqu'il a fait une action, il a voulu faire une action A qui est permise, qui n'a rien à voir avec l'action B qui est interdite. Je reprends l'exemple que la Gemara avait donné dans le daf précédent. Quelqu'un qui a fait tomber son couteau et il est tombé dans un potager, c'est-à-dire dans une parcelle de terrain où il y avait des légumes rattachés au sol. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu récupérer son couteau. Il s'est penché, il s'est incliné, il ramasse le couteau. Et quand il ramasse le couteau, sans faire exprès, il coupe un légume. Il l'a arraché, il a donc détaché du sol. Cueillir pendant Shabbat, c'est une melacha. Est-ce qu'on va dire que cet homme est passible de cette melacha, est passible de cette infraction? Réponse, non. Et tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce que ça s'appelle mit'asek. Il a voulu faire une action A qui est permise, c'est-à-dire soulever son couteau, et sans le vouloir, par maladresse, il a cueilli. Il n'a pas voulu cueillir, ce n'était pas son objectif. Il a fait sans le vouloir. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tour. Eh bien, Rava dit que c'est exactement pareil. Quelqu'un qui voulait lancer 2 coudées, un objet, il voulait lancer à une distance de 2 coudées, et par maladresse, il a lancé à 4 coudées. Eh bien, il voulait faire une action permise, et il a fait une action interdite. Eh bien, ça s'appelle mit'asek patour. Abaye dit non. Quand est-ce que on dit mit'asek patour? C'est lorsqu'il avait voulu faire une action permise qui n'a rien à voir avec l'action interdite.
Mais ici, la zrika de 4 coudées, c'est assour. Zrika de 2 coudées, c'est permis. Mais ça, c'est zrika et zrika. Alors, lorsqu'il y a eu maladresse par rapport à la zrika qui est interdite, alors je ne peux pas dire que cet homme, il est mitrasek, parce qu'il voulait quand même faire zrika. Et zrika, parfois, est interdite. Lorsque c'est 4 coudées, alors bien que sa kavana, c'était de faire une zrika permise, et à cause de sa maladresse, il a fait zrika interdite, ça ne s'appelle pas mitrasek. C'est comparable au shogeg, et par conséquent, il faut qu'il apporte un korban pour se faire pardonner, comme tout shogeg. Troisième cas de figure. Kassavour reshut hayachid venimtset reshut harabim. Rava amar patour ve Abaye amar hayav. Une fois de plus, Abaye et Rava sont en marloquette par rapport à quelqu'un qui a voulu faire quelque chose de permis et qui finalement s'est avéré en train de faire un acte interdit. Exemple, cet homme-là a pris un objet et il a voulu le déplacer, ou il a lancé pour le déplacer. Mais il pensait qu'il était dans un domaine privé, dans un reshut hayachid. Il croyait que cet endroit était clôturé, qu'il y avait des barrières tout autour, même lointaines, mais qu'il y en avait. Et finalement, il s'avère qu'il n'y avait pas du tout de barrière, ce n'était pas un lieu clôturé, donc c'est un domaine public puisque tout le monde passait par là. Ce domaine public, Reshut Harabim, évidemment, rend le transport interdit pendant Shabbat. On n'a pas le droit de déplacer un objet au-delà de 4 coudées dans Reshut Harabim. Mais étant donné que cet homme croyait que ce lieu était clôturé, il a, oui, déplacé l'objet au-delà de 4 coudées. Je répète, Kassavour Reshut Hayachid. Il a cru que c'est un domaine privé. Venimtset Reshut Harabim. Et il s'avère que c'est un domaine public, où on n'a pas le droit de transporter pendant le Shabbat. Rava Amar Patour, Ve Abaye Amar Hayav. Rava dit, cet homme-là qui a fait cette melacha, il est patour, puisque dans son esprit, il ne voulait pas faire du tout l'acte interdit. Il croyait que c'était Reshut Hayachid. Et Abaye dit Chayav. Alors ils expliquent. Rava Amar Patour de Halo Michaven Lizrika de Isura. Rava dit qu'il est patour parce qu'il n'avait pas l'intention de lancer un objet dans un domaine public, ce qui est assour. Abaye Amar Hayav de Hakamechaven Lizrika Be'alma. Abaye dit tout de même, il est Chayav parce que sa kavana c'était de lancer l'objet. Or, lancer l'objet, c'est pas un acte qui est toujours permis, car tout dépend de l'endroit où tu te trouves. Si tu es dans un domaine privé, c'est permis, mais si tu es dans un domaine public, ce même acte est interdit. Alors on ne peut pas dire qu'il est mitasek. Mitasek, c'est comme on a dit, il voulait faire une action A qui est toujours permise. Et ensuite, il a fait une action B qui est toujours interdite. Alors là, je dis mitasek, patour. Mais là, étant donné qu'il a fait un acte qui n'est pas toujours permis, la zrika de Arba Amot, quand c'est Birshut Harabim, c'est Melacha, quand c'est Birshut Hayachid, c'est Mutar, alors là je ne peux pas dire que cet homme est mitasek. Il est considéré comme shogeg, puisqu'il avait tout de même la kavana de lancer l'objet. Itkaven les zrika be'alma. Une zrika en général. Très bien. Et maintenant, la Gemara nous dit Utsricha. Quelle est la nécessité de nous enseigner cette triple mahloket entre Abaye et Rava, puisque finalement, ils disent exactement la même chose à chaque fois. Rava dit toujours patour et Abaye dit toujours hayav. Alors la Gemara nous explique pourquoi. De iash mu'inan kamaita behahu ka'ama Rava. Deha lo kamechaven lehaticha de isura. Aval nitkaven nizrok shtaim vezarak arba de arba belotarte lo mizrakale ima modele le Abaye. C'est-à-dire,
Si on nous avait enseigné uniquement la première mahloket entre Abaye et Rava, de quoi on parlait? On parlait de quelqu'un qui avait un couteau et il a tranché une carotte en pensant que cette carotte était déjà détachée du sol, qu'elle avait été déjà cueillie avant Shabbat. Parce qu'en effet, là-bas, il y avait des carottes qui étaient cueillies, qui étaient restées posées au sol, et d'autres qui étaient encore rattachées au sol. Quand il avait voulu couper la carotte, il a voulu couper la carotte déjà cueillie avant Shabbat. Et il s'est trompé d'objet. Il a été coupé un autre objet. Alors là, qu'est-ce que je dis? Étant donné que il n'a pas voulu du tout couper la carotte qui était rattachée au sol, il s'est trompé d'objet, il voulait couper la carotte A et il a coupé la carotte B. Là, j'aurais pu penser que Rava est poter parce qu'en effet, ce sont deux objets. Il est considéré mitrasek parce qu'il voulait faire une action A qui concerne l'objet A et il a fait une action B qui concerne l'objet B. Alors là, Rava dit patour. Mais lorsque les deux actions fusionnent, c'est-à-dire c'est juste la distance, le bonhomme voulait lancer un objet juste à une distance de 2 coudées. Et il a lancé par maladresse à une distance de 4 coudées. Nitkaven nizrok shtaim vezarak arba. Alors dans ce cas-là, j'aurais pu penser que même Rava est d'accord de dire hayav. Rava serait d'accord avec Abaye de dire que cet homme est considéré comme shogeg et donc hayav fratat. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins. Dans le sens où, quand je lance un objet au-delà de 4 coudées, je l'ai forcément lancé au-delà de 2 coudées. Donc les 2 coudées parcourues font partie des 4. Étant donné qu'on n'est pas dans 2 opérations totalement différentes, mais c'est l'une dans l'autre, là j'aurais pu croire que même selon Rava, cet homme est hayav hatat, parce qu'il n'est pas considéré comme mitrasek. Mitrasek, c'est faire une action A avec un objet A, et il a fait une action B avec un objet B. C'est-à-dire carotte détachée qu'il a voulu couper. Il a, à cause de la carotte détachée, il a coupé la carotte rattachée. Mais ce sont 2 carottes. Mais ici, dans le jet de l'objet, lorsqu'il a jeté l'objet, c'est la même distance. C'est-à-dire, quand c'est arrivé jusqu'à 4 coudées, ça inclut les 2 coudées qui font partie des 4. Donc il voulait lancer ces 2 coudées qui font partie des 4. Il voulait. Nitkaima marchavto par rapport aux 2. Donc ça fait partie intégrante de l'action interdite. Nous aurions pu croire que dans ce cas, même Rava serait d'accord avec Abaye pour dire qu'il est hayav fratat. Alors voilà pourquoi il était nécessaire de nous enseigner une deuxième fois la mahloket, pour dire que non, Rava est poter. De la même façon que Rava était poter dans le premier cas au titre de mitrasek, même dans le deuxième cas, il est poter, cet homme du korban hatat, au titre de mitrasek. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi la troisième mahloket. Veyash mu'inan beha כאמר רבא דהלא כמכוון לזריקה דארבע, אבל כסבור רשות היחיד ונמצא רשות הרבים דמכוון לזריקה דארבע, עם המודלה לאביי צריכה. Et si on ne nous avait pas enseigné la troisième marloquette, on aurait pu croire que Rava est d'accord avec Abaye. Que Rava serait d'accord avec Abaye de dire qu'il est chayav fratat. Pourquoi? Car dans le troisième cas, cet homme avait l'intention de jeter et de lancer l'objet au-delà de 4 coudées. Seulement, il croyait que c'était un espace permis, Reshut Yahid. Et il s'avère que c'est un espace interdit, Reshut Arabim. Mais l'action, c'est exactement la même. Lancer un objet au-delà de Arba Amot, c'était sa volonté.
Seulement, il croyait que c'était permis parce que c'était Reshut Hayachid. Il s'avère que c'est un Reshut Arabim. Dans ce cas, il n'est pas du tout mitrasek. Cet homme n'est pas du tout mitrasek. Il voulait lancer l'objet au-delà de 4 coudées, et c'est ce qu'il a fait. Seulement, il ne voulait pas faire un issour, il voulait faire quelque chose qui est permis, et il s'avère que c'est une action de issour. Alors, ça ressemble mamash au shogeg, comme quelqu'un qui ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, donc il voulait faire une chose permise, et il s'avère qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il a commis une infraction. Dans ce cas-là, il est chayav ratat. Rava en convient, bien sûr. Alors, on aurait pu croire que Rava en conviendrait également par rapport à l'espace. Pas seulement au niveau du temps. Quelqu'un qui a perdu le calendrier et qui ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il est chayav ratat. Mais même quelqu'un qui a perdu la boussole, il a perdu le nord. Parce qu'il croyait que ici c'est Reshut Hayachid, alors que c'est Reshut Arabim. On aurait pu penser que c'est mamash pareil. C'est mamash un vrai shogeg. Et par conséquent, Rava serait d'accord avec Abaye pour dire chayav ratat. C'est la raison pour laquelle Agmara a trouvé nécessaire de nous dire que même dans ce cas, Rava est poter. Et il dit non, pas tout. Pourquoi? Parce que cet homme ne savait pas du tout qu'il était dans un espace interdit. Il croyait qu'on était dans un espace permis. Et quand il a fait cette action, pour lui, c'était une action qui était totalement permise. Parce qu'on est dans un lieu qui est Reshut Hayachid, selon lui. Et il s'avère qu'il s'est trompé, que c'est un espace qui est Reshut Arabim. Et donc, dans ce cas-là, Abaye dit Chayav, mais Rava dit que ça s'appelle Mitrasek. Pourquoi? Lui, il était en train de faire une action selon ses paramètres à lui. On était dans le Reshut Hayachid. Alors, il n'avait pas du tout l'intention de faire un acte de transport dans le Reshut Arabim. Ça veut dire que l'action, il n'a pas voulu faire une action interdite. Un shogeg, c'est quelqu'un qui veut faire l'action interdite. Mais il lui manque une donnée au niveau soit temporel, soit au niveau de la halakha. Il ne connaît pas la halakha ou il ne connaît pas le calendrier. Mais l'action, c'était exactement la même qu'il voulait faire. Tandis que, ici, il ne voulait même pas faire une action de transporter dans le domaine public. Quelqu'un qui ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il voulait transporter dans le domaine public. Mais il ne savait pas que c'était Shabbat. Donc il voulait faire l'action interdite. Or, quelqu'un qui croyait qu'on est dans le Reshut Hayachid, il ne voulait même pas faire l'action interdite. Eh bien, voilà pourquoi il était nécessaire de nous enseigner cette triple mahloket pour nous dire que Rava, dans tous les cas de figure, il est poter. Maintenant, la Gemara va poser une kushia à Rava. Tnaan, on va apprendre dans une Mishnah, d'ailleurs, c'est la Mishnah qui arrive dans ce même daf. Avot, melachot, arba'im haser, ahat. Il y a combien de travaux types qui sont interdits pendant Shabbat? 40 moins 1. Ve'avinan ba, minyanan lamali. Et la Gemara va poser la question en disant, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous donner le nombre, le chiffre qui correspond aux 39 travaux? Mais puisqu'on va faire la liste de tous ces travaux, on sait compter tout seul, on sait qu'il y en a 39, alors pourquoi le préciser? Ve'amar Rabbi Yochanan, Shim Hasan Kulan Be'alem Ehad, Hayav al Kol Ahad Ve'ahad. Rabbi Yochanan nous dit que le chidouche que veut nous enseigner la Mishnah par cette précision, c'est de nous donner le nombre maximal de korbanot qu'on peut apporter par rapport à quelqu'un qui a ignoré les 39 travaux. Il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ignore l'interdit d'allumer, il ignore l'interdit d'écrire, l'interdit de construire, l'interdit de coudre, et ainsi de suite. Il y a 39 ignorances, 39 shgagot. Et par conséquent, cet homme-là va devoir apporter, en effet, 39 korbanot pour ces 39 ignorances.
Alors, regardez comment la Gemara va poser une couchia très belle à Rava. Alors maintenant, la Gemara fait l'analyse suivante pour poser une couchia à Rava. Elle dit Bish lama le Abaye de Amar ki hay gavna hayav mishkachatla de yada de isura de Shabbat v'yada la isur de mlachot v'kata'a beshi'urin ela le Rava de Amar patur echi mishkachatla bizdon Shabbat v'shigegat melachot hanicha isavar la ki Rabbi Yochanan de Amar Kevan de Shagag bekaret, afalpi shehezid belav, mishkachatla, de yadarla le Shabbat belav. Ela isavar la Rabbi Shimon ben Lakish de Amar, ad shishgog belav bekaret, de yadarla le Shabbat bemai. Alors la question est un peu longue à expliquer. La Gemara nous dit que nous avons une halakha selon laquelle un homme qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, seulement il ne connaît pas les melachot, il est chayav d'apporter 39 korbanot pour les 39 infractions, les 39 travaux qu'il a effectués pendant Shabbat. Ça, c'est uniquement dans la mesure où son ignorance, elle est halachique. Elle n'est pas temporelle. Parce que quelqu'un qui a une ignorance temporelle, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il doit apporter qu'un seul korban, même s'il a fait 39 travaux. Tandis que celui qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ignore les 39 travaux, alors il doit apporter 39 korbanot. Ça s'appelle Zdon Shabbat ou Shgagat Melachot. Il sait que c'est Shabbat, mais il ne connaît pas les Melachot. Il apporte 39 korbanot. D'après Abaye, je peux imaginer comment un homme, il sait que c'est Shabbat, et tout de même il s'appelle Shogeg par rapport au Melachot. Par exemple, au niveau des Shi'urim, il voulait faire la moitié du Shi'ur, ce qui n'est pas Av Melacha, et finalement il a fait un Shi'ur complet. Exemple, il voulait lancer un objet à 2 coudées, et il a lancé l'objet à 4 coudées. Ça veut dire qu'il savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et il savait que Shabbat, on n'a pas le droit de lancer 4 coudées, mais il ne voulait pas lancer pour 4 coudées, il voulait lancer que 2 coudées. Et par maladresse, il a lancé l'objet au-delà de 4 coudées, Birshut Arabim. Qu'est-ce qu'a dit Abaye? Hayaf Ratat. Eh bien, je peux comprendre que cet homme, il était Yodéa que c'est Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Et comment il sait que c'est Shabbat? Ça veut dire quoi pour lui le Shabbat? Ça signifie quoi pour lui le Shabbat? Eh bien, ça signifie les 39 interdits. Ça signifie qu'on n'a pas le droit de faire 39 melachot. Ah, mais pourtant il les a faites. Non, lui il voulait faire que la moitié du shi'ur. Et par maladresse, il a fait un shi'ur complet. Ah, alors là, j'ai compris. Il connaît la notion shabbatique par le biais des melachot qui sont interdites. Seulement, là où il s'est trompé, c'est au niveau des shi'urim. Il voulait faire un shi'ur permis, il a fait un shi'ur interdit. Voilà comment je peux comprendre, d'après Abaye, quelqu'un qui est chayav de 39 korbanot. Zdom Shabbat, veshigegat melachot. Mais d'après Rava qui dit que quelqu'un qui s'est trompé au niveau des shi'urim, lorsqu'il a voulu faire un shi'ur permis, et il a fait à cause de sa maladresse un shi'ur interdit, ça ne s'appelle pas shogeg, et il n'est pas du tout chayav de korban. Nachon? Alors cet homme-là, dans quel cas il serait chayav de 39 korbanot, d'après Rava? Uniquement lorsqu'il ne s'agit pas de shi'urim, lorsqu'il s'agit de connaissance. C'est-à-dire, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ignore l'interdit des 39 travaux. Il n'y a que ça pour Rava. Pour Rava, on ne serait chayav d'apporter 39 korbanot que dans la mesure où on sait que c'est Shabbat, mais on ne connaît pas les 39 travaux. Alors, il ne connaît pas les 39 travaux, alors qu'est-ce qu'il connaît du Shabbat?
Il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais quelle est la signification? Mais quelle est la signification du Shabbat pour cet homme? S'il n'y a aucun interdit Shabbat, alors le Shabbat n'a aucune différence avec des jours de semaine. En quoi cet homme connaît le Shabbat? Il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est assour de faire 39 travaux. Alors en quoi il connaît le Shabbat? Alors la Gemara dit, Rava peut-être pourrait penser comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que un shogeg n'a pas besoin d'ignorer totalement le lave et la sanction. On pourrait considérer shogeg même un homme qui connaît le issour. Il sait que c'est assour et il fait le issour en connaissance de cause et tout de même il s'appelle shogeg. Comment est-ce possible? C'est dans le cas où il ignore la sanction. Par exemple, quelqu'un qui va te dire « Moi, je savais que Shabbat, c'est interdit de faire les 39 travaux, mais je ne savais pas que c'était si grave à tel point d'être Hayav Karet. » Eh bien, un homme qui te dirait cela, ça s'appelle Shogeg. Nachon? Alors voilà. Pour Rava, il se peut qu'il pense comme Rabbi Yochanan, qui dit que même cela, ça s'appelle Shogeg. Un homme qui a ignoré juste la sanction, mais qui connaît l'interdiction. Alors voilà comment il connaît Shabbat. Il connaît par les 39 interdictions, mais il ignore la sanction. C'est ça qui entraînerait 39 korbanot, d'après Rava. Mais si tu dis que Rava pense comme Rish Lakish, qui dit que Hachish Gog Belav Vekaret, pour Rish Lakish, un homme qui connaît les interdictions, seulement il ignore la sanction, ça ne s'appelle pas Shogeg. Il n'apportera pas de korbanot. La Torah a donné la possibilité d'apporter un sacrifice expiatoire pour se faire pardonner uniquement lorsque tu es Shogeg. Ça veut dire que tu ignores même l'interdit. Mais si tu connais l'interdiction, seulement tu ignores la gravité parce que tu ne connais pas la sanction, ça ne s'appelle pas Shogeg. Ça ressemble à Mézid. Il ne mérite pas de se faire pardonner avec un korban expiatoire. Pour Rish Lakish, un vrai shogeg, c'est quelqu'un qui ignore l'interdiction elle-même. Hachish Gog Bella Vekaret. Il ignore tout. Ça s'appelle un shogeg. Alors si tu dis que Rava pense comme Rish Lakish, alors je voudrais comprendre. D'après Rava, un homme qui est Zdon Shabbat, Mezid Be Shabbat, il est Shogeg Belav, Shogeg Be Melachot. Zdon Shabbat, Ve Shigegat Melachot. Il sait que c'est Shabbat aujourd'hui, mais il ignore les travaux, l'interdiction de travailler. Alors en quoi il connaît le Shabbat? Puisque il doit avoir quand même une certaine connaissance de base par rapport à la signification des interdits shabbatiques. La signification du Shabbat, c'est les interdits. Or, pour lui, il n'y a aucun interdit, tout est permis. S'il pense comme Rish Lakish, Shishgog Bella Vekaret, donc il ne sait rien. S'il ne sait rien par rapport aux interdits du Shabbat, alors qu'est-ce que représente pour lui le Shabbat? En quoi il connaît le Shabbat? Il sait qu'aujourd'hui c'est samedi. Et alors, savoir qu'aujourd'hui c'est samedi, mais samedi pour lui c'est comme vendredi, comme dimanche, ça n'a aucune espèce d'importance. Quelle est sa connaissance? C'est ça la question de la Gemara. Et la Gemara de répondre Deyada la bithumin ve'aliba de Rabbi Akiva. Oui, en effet, c'est possible. Un homme peut avoir une notion des interdits shabbatiques par rapport au thumin d'après Rabbi Akiva. On sait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir, est-ce que le issour de thumin, de Alpaim Amma, c'est Minatora ou bien que Midera Banan? Shabbat, on n'a pas le droit de marcher en dehors de la ville, au-delà de 2000 coudées depuis la dernière maison. Ce din de Al Yetze Ish Mimekomo B'Yam Shabbat, c'est-à-dire ne pas s'éloigner de la ville où il se trouve pendant Shabbat, d'où provient ce issour? D'après Rabbi Akiva, c'est Minatora. L'interdiction de dépasser 2000 coudées en marchant, en dehors de la ville.
et pour Hachamim, c'est que Midirabanan. Alors, on devra dire que d'après Rava, cette Mishnah qui a dit Arba'im melachot, Haser achat, pour nous dire que cet homme pourrait être hayav de 39 korbanot, ça va d'après Rabbi Akiva, qui a dit que le Isur Trumin, c'est un Isur Minatora. Donc c'est en cela que l'homme connaît le Shabbat. Il connaît le Shabbat au niveau du Isur Trumin, mais pas au niveau des Melachot. Car Trumin, ce n'est pas une Melacha. C'est un interdit shabbatique, mais qui n'est pas frappé ni de karet et ni de korban. Donc ce n'est pas une Melacha. Et alors c'est cela quand même qui rend le Shabbat interdit pour cet homme, dans le sens où il y a des interdictions shabbatiques, c'est Trumin. Voilà donc, on a terminé le sujet, et maintenant, nous allons aborder, j'allais dire, Masechet Shabbat. C'est maintenant qu'on va commencer. On va étudier la Mishnah qui récapitule et qui compile les 39 travaux interdits pendant Shabbat. Alors il y a dans la structure de cette Mishnah plusieurs familles, plusieurs catégories de Melachot. Bien qu'elles sont toutes relatives au Mishkan, puisque le Mishkan c'est lui qui sert de référence pour les travaux interdits Shabbat, tout ce qu'on appelle travail dans le Mishkan, pour la fabrication du Mishkan, s'appelle travail interdit Shabbat. Dans le Mishkan, ils ont dû fabriquer des tentures, des poutres de bois, faire fondre du métal pour fabriquer des socles, et ainsi de suite. Les kélim, le Aaron HaKodesh, tous les kélim qu'on a dû fabriquer, la menorah, et ainsi de suite. Donc on a dû s'investir dans 39 opérations qui constituent les melachot de fabrication du Mishkan, et donc c'est par cela que nous savons quelles sont les 39 opérations interdites le Shabbat. La Mishnah commence en disant Avot melachot arba'im haser ahat. Les travaux type, j'appelle ça les travaux type. Pourquoi ça s'appelle Av? Parce qu'ils ont des dérivés. Chaque melacha type, elle a des dérivés. Et qu'est-ce qu'on appelle des dérivés? C'est-à-dire des actions qui ont le même objectif que le Av Melacha. L'exemple que j'avais donné, c'est fabriquer du fromage. Megaben Beshabbat. Il est chayav mishum bonnet. Pourquoi? Bonnet, construire, c'est prendre des pierres et les rassembler avec du ciment pour faire un mur. Encore une pierre et encore une pierre avec du ciment, ça constitue une entité qui s'appelle un mur. Comment je fabrique du fromage? Eh bien, après avoir laissé le lait cailler, on a des grumeaux qui sont à l'intérieur de cette eau, de ce lait. On prend un filtre et on met dedans tous ces grumeaux et on va serrer, on va laisser l'eau s'évacuer pour constituer un fromage. Donc on a pris plusieurs unités pour en former une seule entité. C'est cela la fabrication du fromage. Figurez-vous que quelqu'un qui ferait cela pendant Shabbat, il est chayav mishum bonnet, comme s'il a construit un mur. Donc, ça s'appelle un dérivé. Fabriquer du fromage, c'est le dérivé de la melacha de bonnet, car les deux ont le même principe. Transformer plusieurs unités en une seule entité. C'est ça, bonnet. Dans le Mishkan, on a construit le Mishkan, des murs, des poutres, qu'on a reliés pour fabriquer l'espace du Mishkan. Eh bien, pareil, quelqu'un qui va fabriquer du fromage, il a pris plusieurs grumeaux et il les a assemblés et il a constitué un seul bloc. Voilà, c'est pour vous donner une idée, un échantillon de Tolda. C'est pour vous dire pourquoi ça s'appelle Avot Melachot. Tous ces travaux types, nous avons l'archétype, mais à partir de lui, on doit analyser le caractère propre à cette Melacha
et d'en déduire à partir de là quelles sont les actions interdites Shabbat, même si elles n'étaient pas utilisées dans le Mishkan, mais elles ressemblent au caractère de la Melacha du Mishkan, donc ça s'appelle Tolda Shel Melacha. Et on en verra, Be'ezrat Hashem, on va voir plein de toldot, par exemple, arroser. Arroser, c'est la tolda de Zri'a. Zoreya, c'est semer des graines pour faire pousser. Arroser, c'est pour faire pousser la graine. Donc c'est le même objectif, c'est le même principe. C'est une tolda du Hav. Donc il y a combien de Havot Melachot? 40 moins 1. Hazoreya, Hahoresh, Hakotzer, Hamehamer, Hadash, Hazoré, Haborer, Hatochen, Hamraked, Halash, Ve'aofe. Alors déjà, la Mishnah nous présente 11 Melachot qu'on va appeler Sidora des pâtes. Ce sont 11 travaux qui sont nécessaires pour la fabrication d'un pain. Lorsqu'on va cuire le pain au four, c'est la dernière opération de la fabrication du pain. Mais en amont de cela, il y a 10 mélachot avant d'arriver à la 11e qui est la cuisson. Comment on fabrique du pain? Eh bien, il faut d'abord semer la graine du blé pour avoir un champ de blé. Hazoreya, semer. Hahoresh, labourer. Normalement, on devrait d'abord labourer et ensuite semer. La Gemara va poser cette question. Alors maintenant, on va voir les 11 travaux de la fabrication du pain. Hazoreya, semer des graines de céréales. Hahoresh, labourer la terre. Hakotzer, moissonner le blé. Hamehamer, entasser, c'est-à-dire amasser des gerbes de blé pour en faire des tas. Romarim, romarim. Vehadash, battre le grain, c'est-à-dire taper sur l'épi de blé pour que l'écorce s'ouvre et que la graine, le grain qui est contenu à l'intérieur de l'enveloppe se sorte, se dégage. Ensuite, hazoré, c'est vanner. Vanner, c'est-à-dire qu'on prend une pelle ou un râteau et on lance le tout vers le haut, le mélange des écorces de paille avec le grain, et le vent va emporter tout ce qui est léger, donc la tige avec l'écorce, l'enveloppe, et le grain qui est plus lourd va retomber sur place, ce qu'on appelle zoré. Haborer, ensuite, borer, c'est séparer le bon du mauvais. Lorsqu'on va aller ensuite retirer les cailloux qui se trouvent à l'intérieur, mélangés aux graines. Hatochen, moudre, puisqu'on va moudre le grain. Hameraked, on va le tamiser, parce qu'on voudrait maintenant que la farine soit nickel, propre, tout retiré. On va retirer même le son. Alors on va tamiser. Vehalash. Halash, c'est pétrir. Vehaofe, cuire. Donc, on voit ici 11 travaux qui sont répertoriés et qui vont dans le sens de la fabrication d'un pain. Voilà comment la Mishnah a commencé à énumérer les 39 travaux en présentant déjà les 11 premières mélachot. Et maintenant, on va nous présenter encore 13 mélachot qui sont toutes relatives à la fabrication d'un vêtement. Avec quoi on fabrique le vêtement? Avec de la laine. Alors depuis la tonte de la laine jusqu'à la fabrication du vêtement, on va passer par 13 opérations qu'on appelle 13 mélachot. Hagozez et atsemer. Hagozez et atsemer, celui qui tond la laine du mouton. Hamelabno, qui va ensuite blanchir cette laine en la lavant. Laver la laine pour la blanchir, ça s'appelle melaben. Ça vient du mot lavan. Veamenaptso,
est celui qui va carder, c'est-à-dire qui va prendre un peigne pour séparer les fibres qui sont rattachées aux fibres de laine qu'on veut utiliser, mais il y a souvent comme ça des petits débris, des petits déchets desquels on veut se séparer pour fabriquer un bon fil. Alors on est ménapetz, on va carder avec un peigne. Vehatzovro. Et ensuite, on va teindre, on va colorer cette laine. Vehatové. Ensuite, on va filer. Le filage consiste à prendre plusieurs fibres de laine et de les filer ensemble pour fabriquer du fil. Vehamesser. Messer, c'est celui qui va prendre les fils maintenant et qui va les mettre dans un métier. C'est-à-dire, on va prendre un cadre et dans ce cadre-là, on va mettre les fils qu'on appelle les fils de la chaîne. Et après ça, on mettra les fils de la trame. Car le tissage se fait. Comment le tissage se fait? Eh bien, lorsqu'on va enfiler la trame dans la chaîne. Donc, le fait de mettre en place les fils de la chaîne, donc les fils, parfois ils sont verticaux, on va dire comme ça, je vais appeler les fils du chéti de la chaîne, je vais les appeler verticaux. Et ensuite, à l'intérieur, on va faire faufiler à l'intérieur le fil de la trame, qu'on appelle erev. Le erev, il est mitarev dans le chéti. Chéti, ça veut dire la base. En hébreu, chéti, c'est toujours la base. Comme par exemple, Even HaShetia, la pierre angulaire que Akadosh Baruch Hu a créée avant de développer le monde. Aleha Hushtat Ha'olam Kulo. Ça s'appelle Sheti. Prenons encore des exemples. Shet. Comment il s'appelait le troisième enfant de Adam Arishon? Shet. C'est-à-dire que tout ce qui est la base s'appelle Sheti. Là aussi, quelle est la base d'un tissu? La base du tissu, c'est le Sheti. D'abord, on met les fils du Sheti de la base, et ensuite, on va mettre le Erev, le fil de la trame qui va se mélanger au Sheti. Donc, celui qui se mélange au Sheti, qui se mélange au fil de base, donc on aura 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2, et c'est comme ça que nous allons fabriquer le tissu. Imaginez-vous la chose suivante. J'ai devant moi 2 fils verticaux. Regardez bien ce que je fais avec mes mains. J'ai 2 fils verticaux. Et ensuite, je les ai croisés, un dans l'autre. Quand je les croise, maintenant, je peux faire passer entre eux une bobine de fil. Cette bobine de fil qui va passer entre tous ces fils de la chaîne, c'est ce qui va constituer le fil de la trame. Et une fois que c'est là-dedans, je vais maintenant faire le mouvement inverse. Je vais retenir le fil de la trame et j'ai à nouveau les fils du chéti qui sont ouverts. Et je vais repasser maintenant la bobine de fil de la trame. Et à nouveau, je ferai à chaque fois ce mouvement. Ça se fait avec des pédales qui sont rattachées au cadre du fil de chéti. Et c'est comme ça que le tisserand va à chaque fois séparer les fils du chéti pour permettre à la bobine de la trame de passer entre eux. On a 2 personnes qui se tiennent, un de ce côté, un de ce côté, et chacun envoie à l'autre la bobine de la trame. Et la personne intermédiaire, à chaque fois, elle mélange, elle coince
le fil de la trame avec les fils du chéti. Donc ça s'appelle hamesser. Messer, c'est le fait déjà de dresser les fils de la chaîne, de mettre la base du tissu. Ve'aose shtebatenirin, quelqu'un qui va prendre 2 batenirin, c'est-à-dire l'endroit où on va faire passer les fils du chéti. Puisque maintenant, ces fils de chéti là, comment tu vas pouvoir les tendre, les tirer d'un endroit à l'autre dans le métier. Le métier, c'est le nom du cadre du tisserand qu'il utilise pour tirer les fils de la chaîne. Mais les fils de la chaîne, comment tu vas les tirer? Pour les tirer, il faut qu'ils soient retenus dans un anneau qu'on appelle baténirine. Cet anneau-là, il se retrouve rattaché au cadre vers le haut et vers le bas, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que l'anneau, lui, dans chaque anneau, on a un fil du chéti. Et c'est cet anneau-là qui va tirer le fil du chéti quand il va appuyer sur la pédale. Il appuie sur la pédale, donc il tire tout le cadre, tout le métier. Mais ce métier-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tire les fils du chéti. Mais comment il les tire? Où est-ce qu'ils sont, ces fils? Eh bien, ils passent par l'anneau, qu'on appelle baténirine. Et cet anneau-là est tiré d'un côté et après tiré de l'autre. Ve'aose shte baténirine. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était vertical et horizontal. C'est pas vrai, parce que ce n'est pas forcément vertical et horizontal. Mais on peut l'imaginer vertical horizontal pour que vous compreniez qu'on a les fils du chéti debout et les fils du harev qui sont couchés. On a les fils dans tout tissu. Il y a les fils verticaux et il y a les fils horizontaux. Le harev, il est horizontal et le fil est vertical. Ça, c'est une fois que le tissu est fabriqué. Mais au moment de la fabrication, ils ne sont pas dans cette position. Au moment de la fabrication, c'est le contraire. Le chéti, lui, il est aussi horizontal. Puisque, comment je vais faire pour tirer le chéti? Comment je vais faire pour tirer un fil sur 2? Eh bien, le cadre, le métier, le cadre, lui, il est vertical. Mais le chéti, il est forcément horizontal. Puisque je vais à chaque fois tirer un fil sur 2 pour faire passer la bobine du harev. Et après, je vais tirer l'autre cadre avec la pédale pour faire l'inverse. Et donc, obligatoirement, les fils du chéti sont horizontaux et ce n'est que le cadre lui-même qui a des fils verticaux. Et au milieu de ces fils verticaux, nous avons les baténirim. Baténirim, c'est-à-dire ces anneaux dans lesquels on a fait passer préalablement les fils du chéti. Alors maintenant, celui qui fabrique donc ces anneaux et il a fait passer à l'intérieur de ces anneaux, dans les baténirines, il a fait passer 2 fils de la chaîne, donc il a déjà commencé à fabriquer le tissu. En mettant déjà 2 fils de la chaîne dans les anneaux, dans les baténirines. Pareil, ha'oreg shenechotim, celui qui fait passer la bobine de fil de la trame à l'intérieur des fils de la chaîne. S'il a fait ça 2 fois, aller, retour, eh bien ça s'appelle qu'il a commencé le tissage. Donc 2 baténirines où il a faufilé à l'intérieur 2 fils de la chaîne, c'est une mélacha. 2 fils de la trame, c'est une mélacha. Comment ça s'appelle les 2 fils de la chaîne? Rosé shete baténirine. Comment s'appellent 2 fils de la trame? Oreg shenechotim. Ve'apotseya shenechotim. Qu'est-ce que c'est que potseya shenechotim? C'est quelqu'un qui va au contraire détisser. Il va retirer 2 fils qu'il avait mis de trop au niveau du tissage. Quand il les retire pour que le tissu soit parfait, ça s'appelle
Potseya shenechutim. Hakosher ve'amatir, celui qui fait un nœud, ou bien au contraire, qui va délier le nœud. Kosher, noué, c'est une melacha. Matir, dénoué, c'est une melacha. Ve'atofer shetet firot, quelqu'un qui va coudre en faisant 2 points de couture. Ou bien hakoreya almenat litpor shetet firot, ou bien quelqu'un qui va déchirer, qui va couper, déchirer, pour pouvoir ensuite recoudre avec 2 tfirot. On verra plus tard dans la Gemara que c'est ce qu'on faisait lorsque, par exemple, quelqu'un qui a un trou dans le vêtement, comment il va faire pour raccommoder? S'il va juste rapprocher les 2 extrémités du trou et il va coudre, ça ne fera pas beau, ça va faire des fronces. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il coupe de part et d'autre, et ensuite il rapproche, et ensuite il coud. C'est la raison pour laquelle Koreya almenat litfor shtet firot, c'est une melacha. Car il est important de rappeler un yesod. C'est très important ce principe. C'est que le dénominateur commun des 39 travaux, c'est qu'il y a de la créativité. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il a arrêté de créer, c'est ce qu'on appelle le jour du repos. Cessation de création. Nous les hommes, le Shabbat, on cesse de créer. La créativité est interdite. Si je détruis, c'est pas créatif, eh bien il n'y a pas, Minatora, il n'y a pas de melacha, d'interdiction de détruire. Et pourtant on va étudier que oui. Soter, mais nous verrons, et on a déjà vu, que soter, quand est-ce que c'est considéré une melacha? Que s'il est soter, almenat livnot, il détruit pour construire. Par exemple, quelqu'un qui a un vieil immeuble, un vieux bâtiment, il a besoin de raser pour reconstruire. Raser pour reconstruire du beau, du neuf. Pourquoi on est obligé de dire cela? Parce que détruire pour détruire, c'est pas une melacha. La melacha, c'est la créativité. Eh bien, on va voir qu'il y a plusieurs melachot qui rentrent dans le même esprit. Par exemple, Koreya almenat litfor, déchirer avec l'intention de recoudre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Car s'il déchire pour déchirer, pour faire du mal, eh bien c'est destructif. C'est pas créatif. C'est pas une melacha. Il n'est pas tour. On est chayav que si l'action qui a une apparence et une forme de destruction est faite dans l'objectif de construction. Koreya almenat litfor, shtet firot. Alors, tofer, quel est le shi'ur de tofer? Pour que ce soit considéré tfira melacha, il faut 2 points de couture. Nachon? Ainsi, la kri'a, quand on déchire un vêtement pour que ce soit considéré le shi'ur de kri'a, il faut korea almenat litfor shtet firot. Voilà, Moray Verabotai, on va recompter avec nos doigts les 13 travaux relatifs à la fabrication du vêtement. Agozez et atsemer, hamelabno, hamenaptso, hatsovro, hatove, hamesech, haose shtebaten nirim, haoreg shenechutim, hapotseya shenechutin, hakosher, hamatir, hatofer shtetfirot, ve'akoreya almenat litfor shtetfirot. Voilà. Ça nous fait déjà combien sur 39? 24. 11 et 13. Passons maintenant à 7 melachot qui sont nécessaires pour la fabrication d'un parchemin pour écrire. Alors, pour avoir du parchemin, il faut du cuir. Pour avoir du cuir, il faut avoir une peau de bête. Pour avoir de la peau de bête, il faut la capturer. Alors, allons-y. Hatzad tzvi, celui qui capture une gazelle, un cerf.
à Shohato, il lui a fait la shrita, l'abattage, Ve'amafshito, et qu'il a dépouillé de sa peau, à Molho, et il a salé la peau pour la travailler. Donc, Molho. Mais Abed et Oro, il a tanné la peau. À Memahako, il a lissé la peau en retirant, grattant tous les poils pour que ce soit halak. Ve'amehatro, ensuite il a découpé des tailles de peau, de cuir, dans des mesures précises dont il a besoin. Hakotev sheteotiyot, et ensuite, sur ce cuir, sur ce parchemin, il a écrit 2 lettres. Ou bien, hamohek almenat lichtov sheteotiyot, celui qui va gommer, qui va effacer 2 lettres, parce qu'il s'est trompé, pour réécrire à la place 2 lettres qu'il veut écrire. Alors, effacer pour réécrire, l'effaçage lui-même est considéré comme une melacha. Et comment ça se fait? Mais pourtant il a détruit, il a effacé des lettres. Oui, mais c'était dans l'intention de réécrire. Effacer une erreur pour réécrire du juste, ça ne s'appelle pas détruire, ça s'appelle construire. C'est-à-dire que c'est dans un objectif de créativité. Avec les 2 derniers travaux, ça nous fait 9. Puisque on a, pour la fabrication du parchemin, 7 melachot, Hatzatzvi, Ashochato, Amafshito, Amolcho, Ame'abed et Oro, Amemachako, Ve'amehatro, ça nous fait déjà 7 melachot. Et ensuite, l'objectif, c'est pour écrire Hakotev sheteotiyot, ou bien Mohek almenat lichtov sheteotiyot, ça nous fait 9. Alors, 9 plus 24, ça nous fait combien? 33. Combien il manque? 6 melachot pour arriver à 39. Alors maintenant, on va terminer la Mishnah. Haboné ve'asoter, celui qui construit un mur, par exemple, ou celui qui détruit. Et on a dit que détruire, quand est-ce que c'est considéré une melacha? Que si c'est détruire du vieux pour construire du neuf. Soter almenat livnot. Hamechabe ve'amav'ir, celui qui allume ou celui qui éteint. Là aussi, éteindre, a priori c'est destructif. Vous vous rappelez quand on avait vu que quelqu'un qui éteint pour moucher la mèche. En fait, il a allumé pour éteindre, pour moucher la mèche. Donc c'est une extinction qui a un but de construction. Hamaké bepatish, celui qui termine la fabrication d'un vêtement ou d'un kéli ou toute création. Le finish, l'acte de finition, donc du perfectionnement de la chose, ça s'appelle maké bepatish. Comme l'artisan qui donne son dernier coup de marteau, le dernier coup de massue, pour terminer la fabrication de l'objet, eh bien, ça s'appelle maké bepatish. Tout ce qui est metaken mana, ça s'appelle maké bepatish, metaken keli. Ve'amotzi mirshut l'irshut, et ça c'est la 39e melacha, c'est la hotsa'a. La hotsa'a dont on a tant parlé dans les 6 premiers prakim, depuis le Perek Rishon jusqu'au Perek Shishi, on a beaucoup parlé de hotsa'a. À part le Perek Bameh Madlikin et Perek Kira et Bameh Tomnin, on avait d'autres prakim qui ne parlaient que de hotsa'a. Voilà donc Hare Avot Melachot Arba'im Haser Achat. Voici les travaux types qui sont interdits, qui sont au nombre de 40 moins une melacha. Et la Gemara va commencer par la première question. Minyana la Mali. Pourquoi avait-on besoin de nous donner le chiffre? On sait très bien compter. Amar Rabbi Yochanan, She'im Hasan Kulam Be'alem Echad, Chayav al Kol Achad Ve'achat. C'est pour nous dire que si quelqu'un savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a ignoré les 39 travaux, il sera
passible de 39 korbanot. Il sera chayab d'apporter 39 korban khatat expiatoires. Ça veut dire que il peut arriver à 39 travaux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne pourra pas dire par exemple, comme Rabbi Nathan qui disait que allumer, c'est pas une melacha, c'est juste un lave, et qu'il n'y a pas de korban d'après Rabbi Nathan. Rabbi Yochanan nous dit que cette Mishnah vient justement exclure Rabbi Nathan. C'est comme Rabbi Yossi qui disait les halek yatsa. On vient de terminer la Mishnah qui nous a énuméré les 39 travaux. Je rappelle à nouveau que la référence à tout cela, c'est la fabrication du Mishkan. C'est-à-dire les 39 opérations qui étaient nécessaires pour la fabrication du Mishkan, c'est ce qui est qualifié de Melacha. C'est vrai que dans cette Mishnah, on nous a parlé par exemple de la fabrication du pain. Dans le Mishkan, c'est-à-dire pour la fabrication du Mishkan, on n'a pas fabriqué du pain. Mais comme c'est facile à mémoriser, Tana Sidura Depat Nakat, le Tana, comme on va voir dans la Gemara, il a pris comme référence la fabrication du pain. Parce que ça, c'est facile à imaginer. Comment, depuis le labour de la terre jusqu'à l'enfournement du pain, on a toutes les étapes. Et chacune de ces étapes s'appelle Melacha. Mais dans le Mishkan, il n'y avait pas de pain. C'est-à-dire, je ne parle pas de Lechem Apanim par la suite. Ça, c'est déjà la Avodat à Mishkan. Ça, c'est déjà Avodat à Korbanot. C'est pas ça du tout. Quand on parle du Mishkan, on ne parle pas de ce qui se passait dans le Mishkan. On parle de la fabrication du Mishkan. En amont du Mishkan. Pour le fabriquer, il fallait 39 opérations. Alors vous allez me dire, oui, mais alors le pain, comment le pain il est rentré là-dedans? La réponse, là-bas il n'y avait pas de pain. Là-bas il y avait comment on appelle ça? Les plantes de coloration. Les plantes de teinture. Comment on a fabriqué la teinture pour colorer les tentures? Alors il fallait d'abord prendre des plantes qui produisent de la teinture. Et on les a bouillis dans l'eau, et c'est comme ça que on a obtenu le résultat. Mais pour bouillir ces plantes, il fallait aussi pétrir. Il fallait aussi les prendre, les moudre et les pétrir, et ensuite les mettre à bouillir, et ainsi de suite. Ça veut dire que toutes ces opérations dont on a parlé relativement au pain, c'était nécessaire pour la fabrication des teintures, du tseva. Donc, tout ce qui est samamanim, les samamanim, c'était l'herbe, les plantes de coloration dans le Mishkan, c'était cela réellement la référence des Melachot, mais le Tana n'a pas voulu nous parler de tout cela parce que ce sont des choses qui pourraient nous prêter à confusion et nous embrouiller. Il a pris des choses beaucoup plus faciles à retenir. La fabrication du pain. Mais c'est exactement pareil. On avait parallèlement les mêmes opérations nécessaires pour la fabrication de la teinture. On a besoin de labourer pour semer des graines qui vont produire ensuite des plantes de coloration. Oui, il faut labourer. On a besoin de semer. Oui, on a besoin de semer. On a besoin ensuite de faire tous ces travaux, bien sûr. Donc il n'y a rien d'étonnant dans les exemples donnés par la Mishnah, bien qu'elle ait pris des choses qui n'étaient pas nécessaires concrètement dans le Mishkan, puisque on n'a pas enfourné du pain pour fabriquer le Mishkan. C'est sûr qu'on n'a pas enfourné. Mais qu'est-ce qu'on a fait qui est parallèle? On a mis sur le feu des marmites où il y avait dedans de l'eau avec le produit de teinture. Et donc c'est exactement pareil. Mettre sur le feu une marmite ou faire entrer le pain dans le four, c'est exactement pareil. Là-bas c'était Mevachel, la Mishnah parlait de Ophé. Donc Sidora des pâtes Nakat, on nous a pris le seder de fabrication du pain à titre de mnémotechnique. Passons maintenant à la Gemara. Minyana Lamali, on a déjà vu cette question. Pourquoi est-ce que le Tana a trouvé nécessaire de préciser le nombre de Melachot
de nous donner le chiffre, puisqu'on aurait pu compter tout seul, étant donné qu'on a énuméré toutes les séries de Melachot, donc on s'est tout seul arrivé au chiffre 39. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que le chidouche, c'est que le Tana veut te dire qu'on peut arriver carrément à 39 korbanot. Si cet homme savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il a ignoré les 39 travaux, il peut être hayav de 39 korbanot. Pas 38, comme disait Rabbi Nathan, par exemple, que l'av'ara, l'elav yatsa. Pour Rabbi Nathan, il n'y a pas 39 korbanot, il peut y avoir que 38. Eh bien, cette Mishnah nous dit qu'on peut arriver à 39. Plutôt comme Rabbi Yossi qui disait que l'av'ara, c'est les chalek. Si la Torah l'a écrit séparément, c'est pas pour réduire la gravité, c'est juste pour nous enseigner justement que chaque melacha est une infraction à part entière. Ce n'est pas juste une récidive pour dire que c'est un seul korban. Non, c'est 39 infractions bien distinctes et donc ça entraîne 39 korbanot expiatoires. Et maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. Hazoreya ve'achoresh. On a commencé par nous dire celui qui sème des graines. Achoresh, celui qui laboure la terre. La Gemara dit très étonnant. Pourquoi on a pris cet ordre? Mirdé, puisque mikrav karvé berecha, labourer, on laboure en premier. Mikrav, ça veut dire labourer en araméen. Puisque on laboure avant de semer. Pourquoi est-ce que la Mishnah dit semer avant de dire labourer? Réponse. Litne choresh ve'adar litne zoreya. Il fallait d'abord dire labourer et ensuite semer. Réponse. Tana be'eretz Israël ka'e. Des ar'e berecha ve'adar karve. Le Tana parle de l'usage en Eretz Israël qui est une terre sèche. Puisque ici en été, la terre, elle est vraiment sèche. Et on a besoin de, d'abord, labourer, semer et labourer. C'est-à-dire que on ne va pas que labourer, et ensuite on sème et c'est tout. Étant donné que quand tu vas labourer, tu vas avoir des mottes de terre qui sont très volumineux, et tu ne peux pas te suffire de recouvrir le grain comme ça. Tu es obligé d'écraser les mottes de terre pour ensuite recouvrir les grains. Qu'est-ce que c'est que labourer? Labourer, c'est ramollir la terre. La définition du labour, c'est ramollir le sol. Alors, étant donné que la terre était très sèche, même après avoir creusé d'abord et mis les graines et ensuite on allait recouvrir, ça ne suffisait pas. Il fallait bien écraser le sol et les mottes de terre pour ensuite bien recouvrir la graine. Car si tu n'avais pas labouré après la semaille, eh bien ça ne pouvait pas prendre, étant donné que la terre en Eretz Israël, elle est sèche. Rashi dit Be'eretz Israël kashahi ve'eno yachol lechasot belo harisha ve'ashmu'inan dehanami harishahi. Ce qu'on vient nous enseigner, c'est que même le deuxième labour s'appelle labour. Tu ne peux pas dire oui, ce que tu as déjà labouré avant, puisque tu as déjà creusé avant pour mettre dedans la graine. Alors si quelqu'un d'autre va venir et va recouvrir la graine, il va ramollir le sol, tu vas dire non, il a juste ramolli le sol. Non, ça s'appelle mamash horesh. Encore, la Gemara cite une braïta. Tana, hazoreya ve'azomer, ve'anoteya ve'amavrich, ve'amarkiv, kulam melacha achat hen. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui, le jour du Shabbat, aurait arrosé des plantes, ou bien élagué, ou bien notéa, il a planté des arbustes, ou bien à mavrir. Mavrir,
c'est celui qui va prendre une branche et il va ensuite la pencher vers le sol, la plier vers le sol et ensuite faire retirer l'extrémité de la branche de l'autre côté. Ça s'appelle marcoter. Lorsque cet homme-là va prendre la branche qui est rattachée à un arbre et il va la plier et l'incliner vers le sol et ensuite il va la recouvrir de terre. Il va recouvrir le milieu de la branche avec de la terre. Et l'autre extrémité, il va la faire sortir de l'autre côté. Pour désormais planter un nouvel arbre. À partir de cette branche-là, va naître un nouvel arbre. Puisque le milieu de la branche va prendre racine dans le sol. Et à un moment donné, avec l'extrémité de la branche qui sort à l'extérieur, on va avoir un nouvel arbre qui va naître. Ça s'appelle du marcotage. Eh bien, ce mavrich, dont la racine c'est berer, qui veut dire le genou, comme quelqu'un qui va s'agenouiller, ainsi la branche, elle a été agenouillée. Elle a été mise à genoux pour créer un nouvel arbre. On va voir tout de suite que tout cela, ça fait partie de la mlacha de Zoréa. Pareil à Markiv, celui qui va greffer. Il va prendre une branche d'un arbre nouveau et il va le mettre dans le tronc d'un arbre ancien. Ça veut dire qu'il va creuser un petit trou dans le tronc d'arbre et il va emboîter à l'intérieur une branche d'un nouvel arbre pour que ça donne des fruits plus frais, de meilleure qualité. Tout cela, ça fait partie d'une seule mélacha. Zoréa. Alors imaginez-vous, quelqu'un qui, le jour du Shabbat, aurait fait tout cela. Zoréa, Zomer, Notéa, Mavrir, Markiv. Ces 5 mélachot, et il les a effectués le jour du Shabbat. Combien de korbanot il doit apporter? Si c'est Be'alem Ehad, il n'apportera qu'un seul korban. Parce que tout cela, ça rentre dans le cadre de la Melacha, du Av Melacha qui s'appelle Zoréa. Par exemple, Zomer. Qu'est-ce que c'est Zomer? C'est élaguer. Élaguer. Pourquoi on va élaguer? Une vigne, lorsqu'on retire des branches sèches qui étouffent la vigne, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour aérer. Pour ventiler, pour que les raisins puissent pousser convenablement. Eh bien, si c'est pour faire pousser convenablement, ça rentre dans le cadre de Zoréa. Zoréa, c'est faire pousser. Donc, toutes les actions qui visent le même objectif que le Hav sont inclus dans le Hav. Donc, si quelqu'un va faire ces 5 travaux, Zoréa, Zomer, Notéa, Mavrir, Markiv, le jour du Shabbat, dans le cadre du même oubli, combien de korbanot il doit apporter? Pas 5 korbanot, un seul korban, car c'est comme quelqu'un qui a récidivé et il a refait 5 fois le même Hav. Quelqu'un qui, par exemple, a été Zoréa une fois et il ne s'est pas rendu compte, il est Zoréa une deuxième fois, il ne s'est pas rendu compte, il continue Zoréa. Quelqu'un qui est Zoréa 5 fois, Be'alem Ehad, il apporte un seul korban. C'est pas comme quelqu'un qui est Zoréa, Kotzer, Borer, et ensuite il fait 5 travaux différents, qui apportera 5 korbanot. Il apportera qu'un seul. Maïkamash Ma'alan, quel est le chidouche? Hakamash Ma'alan. Ha'ose melachot arbe me'en melacha ahat, eno chayav ela ahat. Ce qu'on veut nous enseigner ici, c'est que quelqu'un qui a fait 5 actions qui dans la forme sont des actions différentes, mais dans le fond, ça vise le même objectif, et c'est considéré comme une répétition de la même melacha. Regardez s'il vous plaît Rashi. Kulan melacha ahat hen, deuxième des petites lignes de Rashi. Des omer nami, les tsamouché ilanahu. Élaguer, c'est aussi pour faire pousser convenablement ce qui pousse sur l'arbre. Venafkamina, quelle est
l'incidence de cette précision. Que s'il avait fait toutes ces actions en même temps que Zoréa, que la semaille, l'ensemencement, eh bien, Eno Chayav et la Achat. Il sera Chayav que d'un seul korban. Rachid expliquait Zoréa Avmelacha. Semer, c'est le travail type interdit Shabbat. Venotea Nami Avmelachaou. Planter un arbuste, c'est également comme Zoréa. Des Haïnou Zoréa et la chez Zebazraïm, Vezeba Ilanot. Zoréa, c'est des graines semées dans la terre, et Ilanot, c'est des arbres plantés dans le sol. C'est exactement pareil. Zoréa et Noteya, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que l'un c'est pour des graines et l'autre c'est pour des arbres. Vechen Mavrich ou Markiv. Pareil, celui qui va être Mavrich, marcoté, c'est-à-dire agenouiller la branche pour faire sortir un nouvel arbre, pour faire naître un nouvel arbre. C'est pareil. Markiv, également greffé, qui va prendre une branche d'un nouvel arbre, il va le greffer dans le tronc d'un arbre ancien. C'est pareil, ça s'appelle Noteya. Mais Aval Zomer Tolda. Rashi nous dit que sur ces 5 travaux, on a 4 qui sont considérés Avot, et il n'y en a qu'un seul qui est considéré Tolda, c'est Zomer, élagage. Car élaguer, c'est prendre un sécateur et couper les branches sèches qui gênent et qui empêchent une bonne évolution des fruits. Eh bien, l'élagage, c'est une tolda de Zoréa. C'est exactement comme arroser. Arroser, c'est aussi une tolda de Zoréa. C'est le même objectif. C'est faire pousser convenablement. Mais ce n'est pas le Hav. Le Hav, c'est semer. C'est faire naître la chose. Semer, c'est pour faire naître des tiges. Planter un petit arbuste, c'est pour faire naître un arbre. Greffer, pareil, c'est pour faire naître un arbre. Marcoter également. Très bien. Amarabi Acha, Amarabi Chia bar Ashi, Amarabi Ami, Zomer Hayav Mishum Noteya, Venoteya, Vemavrich ou Markiv Hayav Mishum Zorea. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que Zomer élagué, c'est Hayav Mishum Noteya, et quelqu'un qui est Noteya, qui est Mavrich et Markiv, Hayav Mishum Zorea. La Gemara dit, je ne comprends pas ce que tu veux dire là. Mishum Zorea in, Mishum Noteya lo. A priori, il voulait dire que Mavrich et Markiv, ça ressemble plus à Zorea. Mais c'est pas vrai. Ça veut dire que d'après toi, il y a 2 melachot, il y a Noteya et il y a Zorea. Alors quelqu'un qui est Mavrich et qui est Markiv et aussi né Noteya, il va être hayab de 2 chataot, un pour Noteya et un pour Zorea. Ma pitom. Et là, Ima av mishum Zorea. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voulait dire par là, que tout cela, ça rentre dans la melacha de Zorea. Et on est chayav que d'un seul korban, un seul korban khatat. Amar Rav Kahana, Azomer vetzarich le'etzim, chayav shtaim, achat mishum kotzer ve achat mishum noteya. Regardez une belle devinette. Comment est-ce possible qu'un homme ait fait une seule action et il est chayav 2 korbanot pour 2 travaux? Amar Rav Kahana, Hazomer vetzarich le'etzim, chayav shtaim, achat mishum kotzer ve achat mishum noteya. Quelqu'un qui a élagué, mais il avait besoin du bois pour son fourneau. Ça veut dire que, en fait, ce qu'il a fait, il a gagné 2 choses. Par la même action d'élagage, où il a retiré les vieilles branches de sa vigne, où il avait des branches qui étaient sèches et qui dérangeaient les grappes, qui étouffaient la vigne, mais il avait aussi besoin pour sa cheminée de bois. Alors il a gagné en une action, il a fait d'une pierre 2 coups. Il a été Zoréa
et il a été kotser, puisque en retirant les branches sèches de la vigne, il a ventilé maintenant la vigne, et les fruits vont pousser convenablement. Ça, c'est Tolda de Zoréa. Zoréa, c'est pour faire pousser, et Lagué, c'est pour mieux pousser. Alors, Tolda de Zoréa, mais il avait également besoin de bois pour son fourneau. Quelqu'un qui va aller couper du bois pour mettre des bûches dans sa cheminée, il est chayav mishum kotser, comme quelqu'un qui récolte. Alors, comment est-ce possible, dans une même action, d'être à la fois celui qui va semer, qui va récolter, Zoréa et kotser en même temps? Eh bien, c'est à Zomer vetzarich le'etzim. C'est celui qui élague sa vigne, il a besoin des branches sèches qu'il retire de la vigne. Étant donné qu'il en a besoin, eh bien, ça s'appelle kotser. Mais étant donné qu'il veut aussi faire évoluer sa vigne, donc ça s'appelle Zoréa. Amar Rav Yosef, Hayman de Katal Aspasta, Hayav Shtaim, Achat Mishum Kotser, Ve'achat Mishum Noteya. Aspasta, c'est de l'herbe qui est réservée aux animaux. Alors ils avaient l'habitude de couper cette herbe tous les 10 jours. Ça poussait pendant 1 mois, et tous les 10 jours, on avait déjà une nouvelle pousse, et grâce au fait de couper, ça permettait de pousser davantage. Étant donné que cet homme a des bêtes qu'il veut nourrir, quand il coupe la aspasta, il récolte pour donner à manger à ses bêtes, et en même temps il a l'intention, grâce à cette moisson, de faire pousser à nouveau le aspasta qui va pousser à nouveau. Donc nous dit Rav Yosef, Hayman de Katal aspasta, Hayav Shtaim, Achat Mishum Kotser, Ve'achat Mishum Noteya. En coupant la aspasta, il a fait d'une pierre deux coups. Premièrement, c'est qu'il a cueilli pour donner à manger à ses bêtes, et deuxièmement, c'est qu'il a permis une nouvelle pousse de aspasta. Amar Abaye, Hayman de Kaniv Silka, Hayav Shtaim, Achat Mishum Kotser, Ve'achat Mishum Noteya. Celui qui coupe des blettes, qui sont encore attachées au sol, et il en a besoin pour manger, eh bien il est Hayav Shtaim. Premièrement, c'est parce que il a été kotser pour manger, et deuxièmement, c'est qu'il permet que ça repousse à nouveau grâce à cette coupure. Alors il est Hayav Mishum Noteya ou Zoréa. Achoresh. Tana, Achoresh ve'achofer ve'achoretz kulan melacha achaten. Quelqu'un qui aurait labouré, ou bien creusé, ou bien faire des sillons, tout cela, ça relève d'une seule melacha, c'est Choresh. C'est le Av melacha de Choresh, puisque ça vise le même objectif, à savoir ramollir la terre pour la rendre fertile afin de pouvoir semer. Fertiliser la terre en la ramollissant, c'est ce qui fait que elle est apte à la semaille, eh bien, ça s'appelle Melechet Choresh. Donc, peu importe la forme, le principal, c'est le fond. Choresh, Chofer, Choretz, tout ça, c'est une seule melacha, et par conséquent, quelqu'un qui aurait fait 3 fois le Shabbat, ces 3 melachot, combien de korbanot il apporterait? Qu'un seul korban, s'il n'a pas pris conscience entre une action et l'autre. Puisque c'est Be'alem Echad, c'est le même Av Melacha qui se répète sans arrêt. Be'alem Echad, Enochaya Vela Achat. Amar Rav Sheshet, Haitalo Gav Shushit, Unetala Babaït, Chayav Mishum Bonne. Basade, Chayav Mishum Choresh. Quelque chose de curieux. Quelqu'un qui avait un monticule de terre, et il a retiré pendant Shabbat. Alors ça dépend de l'endroit. S'il est à la maison ou dans son champ agricole. Dans le champ agricole, ça s'appelle Choresh. Pourquoi? Parce que maintenant, il a rendu cet endroit fertile pour semer là-bas. Ramollir la terre dans le champ, puisque
ça fertilise le sol, ça s'appelle choresh, en retirant le monticule de terre. Mais si c'est à la maison, c'est pour aplanir le sol afin de vivre mieux. C'est ce qu'on appelle construire une maison. Construire une maison, c'est quoi? C'est rendre l'habitation, rendre le lieu apte à l'habitation. Quand je construis, je rends l'endroit apte à l'utilisation. Quand j'ai un monticule de terre qui me gêne dans le sol de ma maison et que je rase le sol, je vais l'aplanir en retirant le monticule de terre, eh bien qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit ma maison. Ça s'appelle tolda de bonnet. Pareil, Amarava haïtalo guma vetamema, babaït rayav mishum bonnet, basade mishum choresh. Quelqu'un qui avait un creux dans le sol de sa maison et il a bouché, il est chayav mishum bonnet. Pourquoi? Parce que maintenant il a une surface plane, une surface plate, donc il peut marcher plus convenablement. C'est comme construire sa maison. Mais s'il a fait la même chose dans le champ, il est chayav mishum choresh, parce que maintenant il a rendu plus apte à la semaille, il a bonifié le sol, il a fertilisé en le ramollissant. Amar Rabbi Abba achofer guma beshabbat ve'eno tzarich ela le'afara patur alea ואפילו לרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה הנמילה מתקן היי מקלקל הוא. Quelqu'un qui a creusé un trou dans le sol de sa maison, d'accord, il n'avait pas besoin de ce trou. Il a besoin que de la terre. Alors, est-ce que ce monsieur-là, il est chayav mishum bonnet parce qu'il a fait un trou dans sa maison? Au contraire, il est mekalkel. Mais est-ce qu'il est chayav par rapport au fait d'avoir pris de la terre? Prendre de la terre, c'est pas une melacha. La melacha, elle est ou bonnet ou choresh. Si on est dans un champ agricole, alors creuser, ça peut être considéré comme melacha de choresh. Parce qu'on va mettre dedans la graine. Ça fertilise le sol. Mais quand on fait un trou à la maison, c'est pas pour semer. Tu vas rien planter dans le sol de ta maison. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris de la terre. Eh bien, tu n'es pas chayav. Pourquoi tu n'es pas chayav? On aurait pu penser que tu n'es pas chayav que d'après Rabbi Shimon qui dit Melacha she'ena tzricha legoufa patur alea. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de Melacha she'ena tzricha legoufa. C'est quoi? Une melacha qui est faite, mais pas dans l'objectif du produit de la melacha. Chaque melacha, elle vise un produit de la melacha. Je fais sortir un objet, par exemple, à l'extérieur pour quoi faire? Pour m'en servir. Mais si je fais sortir un objet pas pour m'en servir à l'extérieur, juste pour me débarrasser d'ici. Exemple, quelqu'un qui va faire sortir un sac poubelle à l'extérieur. D'après Rabbi Yehuda, il est chayav. D'après Rabbi Shimon, il n'est pas tour. Pourquoi? Pour Rabbi Shimon, la melacha, pour qu'elle soit considérée comme telle minatora, il faut que la melacha soit faite dans l'objectif du produit de la melacha. Je fais sortir un objet. Par exemple, j'ai besoin de la clé de la maison. Je prends la clé de la maison, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'ouvrir la porte là-bas. Pourquoi j'ai transporté la clé? Parce que je vais me servir de la clé. Pourquoi j'ai pris mon mouchoir? Parce que je vais me servir de mon mouchoir. Pourquoi j'ai transporté le mouchoir? Pour m'en servir. Ça s'appelle transporter pour me servir de l'objet transporté. Ça s'appelle melacha shetzricha legoufa. Ça, c'est une melacha d'après Rabbi Shimon. Hayam. Mais si c'est melacha she'ena tzricha legoufa, je fais sortir l'objet d'ici, pas parce que j'en ai besoin là-bas, mais parce que je ne le veux pas ici. D'après Rabbi Shimon, patour, et d'après Rabbi Yehuda, chayav. Eux, ils ont parlé principalement du mort. Quelqu'un qui fait sortir un mort, parce que la putréfaction le dérange. Il fait sortir à l'extérieur. D'après Rabbi Yehuda, il est chayav. D'après Rabbi Shimon, il est patour.
Melacha she'ena tzricha legoufa. Je fais une melacha, mais je n'ai pas besoin du gouffre de la melacha. Alors maintenant, la Gemara dit, quelqu'un qui fait un trou chez lui à la maison, pas parce qu'il a besoin du trou, mais parce qu'il a besoin du sable, de la terre. Il a besoin par exemple de recouvrir une saleté. Alors il a pris de la terre du sol. Alors maintenant, nous dit Rabbi Abba, patour. Pourquoi patour? Tu aurais pu penser qu'il est patour que d'après qui? Que d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbi Yehuda qui dit Mlacha she'ena legoufa chayav, peut-être qu'il serait chayav. Tu dis non, patour. Pourquoi patour? Parce qu'il dit ici, il est mékalkel. Quand il a fait un trou chez lui à la maison, c'est vrai qu'il était dans un cas de force majeure parce qu'il avait besoin de sable pour recouvrir une saleté, mais tu ne peux pas considérer que c'est un tikkun, parce que par rapport au sol, il a été mékalkel. C'est vrai qu'il a pris de la terre, parce qu'il en avait besoin, mais par rapport au sol, il a été mékalkel le sol. Maintenant, il a un trou chez lui à la maison, c'est pas agréable. Moi, je marche chez moi, je veux que ce soit droit. Alors, nous dit Rabbi Abba, il sera pas tour même d'après Rabbi Yehuda. Quand est-ce que Rabbi Yehuda dit que c'est seulement lorsqu'il n'est pas mékalkel. Mais lorsqu'il est mékalkel, alors il n'est pas tour. Répétons. Amar Rabbi Abba, ha'hofer guma beshabbat, ve'no tzarich ela le'afara, patour aleha. ואפילו לרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה הנמילה מתקן היי מקלקל הוא. Vous voulez voir Rashi? Rashi dit comme ça. Et là les afara, les chassot soa, pour recouvrir une saleté. Patour aléha, il est patour. Vien kan mishum binyan babaït. Ça s'appelle pas construire sa maison. Dès qu'il coule, au contraire, il a fait un trou, ça dérange à la maison. Velezri'a nami lochazia. Et c'est pas fait pour planter non plus. À la maison, on ne plante pas dans le sol. Avalimayat sarich la hayav mishum bonnet. Mais si le bonhomme avait besoin de ce trou, par exemple, pour introduire quelque chose dedans, il avait besoin du trou pour ses besoins personnels. Par exemple, il fait le trou comme un casier pour cacher dedans des choses. Là, il est chayav mishum bonnet babaït. Les Rabbi Yehuda, Rashi nous dit, où est-ce qu'on retrouve Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Gabé motzi et amet bamita, à propos de quelqu'un qui fait sortir un mort à l'extérieur. Mais taken, Rashi dit kemo motzi et amet les kovro, et not sarich les goufa de hotsaa, les goufa de hotsaa, velo lamet, et la lefanot beto. והוצאה צריכה לגופה כגון שהוא צריך לחפץ הזה במקום אחר. Rashi nous dit, quelqu'un qui fait sortir un mort, même si c'est pour aller l'enterrer, en fait, quel est son but? Son but, c'est qu'il ne reste pas à la maison. Donc, il fait sortir pour pas qu'il reste chez lui. Ça s'appelle pas mlacha shetzira legoufa. Par contre, si le bonhomme, il fait sortir un objet d'ici parce qu'il en a besoin là-bas, alors pourquoi il l'a apporté là-bas? Parce qu'il voulait s'en servir là-bas. Ça s'appelle mlacha shetzira legoufa. On continue. Tana, Hakotser, Habotser, Hagoder, Hamosek, Harore, Kulan Melacha, Haten. En hébreu, c'est pas comme en français. En français, lorsqu'on veut parler de cueillette, on dit pour tous les fruits la même chose, cueillir. Mais en hébreu, par exemple, quelqu'un qui va moissonner des céréales, comment ça s'appelle? Kotser. Quelqu'un qui va vendanger, qui va cueillir des raisins, comment on l'appelle? Botser. Quelqu'un qui va cueillir des dattes, comment s'appelle-t-il? Goder. Mosek, c'est pour les olives. Quelqu'un qui va cueillir des olives s'appelle Mosek. Et celui qui cueille des figues s'appelle Oré. Kulan melacha ahaten. C'est tous considérés comme une seule melacha. Imaginons quelqu'un qui a été Kotser, Botser, Goder, Mosek, Oré. Il a fait Saber Lemechad, ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte entre une action et l'autre
de ce qu'il faisait, de ce qu'il était en train de faire, qu'il était en train de faire une Avera, il s'est rendu compte qu'après, il n'apportera qu'un seul korban. Bien qu'en hébreu ça porte des noms différents, mais ça relève du même Av Melacha, Kotzer. Donc Botzer Anavim, les amis répétons, Kotzer c'est les céréales, Botzer les raisins, Goder les dattes, Mosek les olives, Oré les figues. Amar Rav Papa, Hayman de Shada Pisa le Dikla, Veatar Tamre, Chayav Shtaim, Achat Mishum Tolesh, Veachat Mishum Mefarek. Celui qui aurait pris Pisa, c'est une motte de terre, comme une pierre, et il lance sur la branche de palmier. Il fait tomber une grappe de dattes. La grappe de dattes est tombée par terre et les dattes se sont séparées de la branche, de la tige. Rav Papa nous dit que cet homme sera chayav de 2 korbanot par rapport à 2 melachot. D'une pierre 2 coups. Vraiment le cas de le dire. D'une pierre, il a fait 2 choses. Premièrement, il a détaché la grappe de dattes de l'arbre et en même temps, quand ça s'est tombé sur le sol, avec le choc, eh bien les dattes se sont séparées de la tige. À ce moment-là, il y a premièrement Melacha de Kotzer, cueillir, et deuxièmement, la séparation des dattes de la tige, ça s'appelle Dash. C'est une tolda de Dash. C'est quoi Dash? Dash, c'est battre le grain de blé. Lorsqu'on a moissonné, ensuite on va procéder à la disha, au battage du grain pour séparer le contenu du contenant, pour séparer le grain de l'écorce. Et bien là aussi, la séparation des dattes de cette grappe entière, eh bien ça s'appelle tolda de Dash. Cet homme, en une seule action, il a été Kotzer et Dash. Donc combien de korbanot il doit apporter? 2. Rav Ashi n'est pas d'accord. Rav Ashi Amar, En derech tlisha bekach, ve en derech prika bekach. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il a fait ce bonhomme? Il a lancé une pierre. Est-ce que c'est une façon normale, habituelle, de cueillir? Pas du tout. On ne va pas cueillir avec des jets de pierre. Puisque cet homme a fait cela bederer shinouy, alors il n'est pas tour. Car pour être hayav de korban khatat, il faut que l'action d'amelacha soit réalisée de manière normale. Si quelqu'un a effectué un travail de manière inhabituelle, beshinouy, alors il n'est pas hayav khatat. Amer. On a dit dans la Mishnah que entasser les gerbes de blé, faire des tas, eh bien ça s'appelle melacha de me'amer, il est chayav. Amarava, hayman de kanif milha me milhata hayav mishum me'amer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui va entasser du sel qu'il a récupéré des marais salants, c'est-à-dire de la mine de sel, là où se trouve le sel de là-bas, il a été prendre du sel et ensuite il en a fait des tas, des monticules, eh bien, ça s'appelle me'amer. Pourquoi? Parce que ça ressemble à quelqu'un qui a pris des gerbes de blé, des épis, et il les a entassés. Ça s'appelle Osef Davar, Bemakom Gidulo. Osef Davar, Bemakom Gidulo. Abaye Amar, En Imur Ela Begidule Karka. Abaye dit non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de notion de me'amer dans le sel, car le sel est un minéral. Or, la notion de me'amer, c'est que dans le végétal, dans ce qui pousse dans le sol, Gidule Karka, et pas le sel qui ne pousse pas, qui n'est pas une plante qui pousse. Ça n'existe pas de me'amer à ce propos. Alors les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.